Bonjour, bienvenue dans ce webinaire qui a donc pour sujet automatiser et simplifier la gestion des changements dans SAP. Donc présenté par Invarture, voilà, en partenariat avec RevTrack. Alors, en attendant les derniers inscrits, je vous fais part du programme qui devrait s'étaler sur une quarantaine de minutes. Donc, une présentation rapide d'Invarture et de RSC. Une introduction sur l'agilité et le DevOps, qui sont un peu des thématiques au cœur de ce qui nous préoccupe. Ensuite, une présentation de RevTrack et de ses fonctionnalités. Puis une démo technique. Et enfin, nous terminerons par des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface prévue à cet effet. Vous avez un onglet questions. Nous y répondrons à la fin. Donc, je suis Sébastien Brunet, responsable marketing chez Invarture, et donc je suis accompagné de Philippe Gabriel, expert technique SAP. Alors, une brève présentation d'Invarture pour vous donner un peu de contexte. Donc, Invarture, ça fait 10 ans que nous existons, 10 ans que nous apportons sur le marché français et européen le meilleur des applications et des add-ons certifiés SAP. Voilà, donc nous représentons en France et en Europe divers éditeurs euh, pour apporter à nos clients des add-ons SAP dans le but d'améliorer leur gestion, leur administration, leur processus SAP et d'augmenter leur ROI SAP. Voilà, donc brièvement notre portefeuille, vous connaissez peut-être certaines de ces solutions, par exemple donc Data Sync Manager qui permet de faire de la sélection et de la copie de données hors production pour des refresh rapides demandants. RevTrack que nous allons détailler aujourd'hui qui permet donc de piloter et d'optimiser les processus de changement dans SAP. Live Compare qui est une série d'applications qui permet de mesurer l'impact des changements de version SAP, mais aussi bien d'autres choses. C'est un outil de mesure, d'impact assessment, de comparaison de systèmes SAP, beaucoup de fonctionnalités. Neptune qui permet donc d'accélérer le développement d'applications mobiles ou desktop de type Fiori. C'est une plateforme de développement qui permet de faire du Fiori plus simplement et plus rapidement. EveryAngle qui est une solution d'analyse et de croisement de données dans SAP, donc qui permet de faire du reporting opérationnel et qui est une solution EveryAngle qui connaît les liens SAP. En fait, les liens SAP sont déjà faits les, les, et, les, et les objets métiers sont connus par l'outil. Et enfin, Tolia, qui s'adresse plutôt à la trésorerie, mais qui est un portail fournisseur directement connecté à SAP, qui permet de faire ce qu'on appelle de l'affacturage inversé de façon automatique, donc d'améliorer le rendement de la trésorerie. Voilà pour vous donner un bref aperçu de ce que propose Invarture. Voilà, nous faisons aussi, bien sûr, pour nos clients du sourcing de solutions et nous avons nos propres activités de recherche et développement. En ce qui concerne maintenant RSC, donc Revelation Software Concept, qui est l'éditeur de RevTrack et notre partenaire. Donc, il faut savoir que c'est une société australienne qui existe depuis 1997, basée à Melbourne. Ils n'ont qu'une seule et unique solution, c'est RevTrack. Et cette solution est vraiment dédiée à la gestion des changements, donc c'est leur unique activité. Ils sont très réactifs avec un support 24 heures sur 24 et ils fournissent leurs solutions dans le monde entier. Voilà, donc vous avez quelques exemples de clients que vous reconnaîtrez qui sont à la fois des clients Invarture et RSC, donc L'Oréal, la Gendarmerie nationale, Veolia, etc. Il y en a d'autres, NGA, la mairie de Paris. Voilà, donc déjà un certain nombre en France et en Europe ont adopté RevTrack. Alors,
passons dans le vif du sujet avec un petit tour d'horizon des problématiques aujourd'hui qui se posent aux équipes SAP, qu'elles soient les équipes de développement ou les équipes Basis administration. Donc, d'abord, répondre au flux permanent de requêtes émanant du business, hein, le flow ininterrompu, on peut dire. Mais malgré tout, la nécessité de respecter des procédures, disons, parfois rigides dans des environnements assez compartimentés, ce qu'on appelle les silos, conserver la régularité des changements et la cohérence des processus, voilà, parce qu'il s'agit quand même de respecter les procédures et de les maintenir en l'état, assurer la qualité et la sécurité des changements, tout en allant vite pour satisfaire les deadlines des projets. Voilà, donc plusieurs préoccupations, plusieurs objectifs parfois contradictoires. Voilà, pour résumer un peu ça, on peut dire que quand on est dans l'équipe IT SAP, ce qu'on entend du DSI, c'est voilà, il faut que le système tourne en permanence, sans faille, sans erreur de production, mais il faut aussi être innovant, il faut que ça prenne moins de temps, et il faut que ça coûte moins cher. Voilà, donc à partir de là, le constat est posé et les difficultés sont assez évidentes. La DSI également a ses propres problématiques, atteindre ses objectifs de transformation le plus rapidement possible, rationaliser des environnements fracturés, parfois vieillissants, assurer la conformité du système, hein, tout ce qui va être audit, régulation, etc. Et puis, le cas échéant, satisfaire des objectifs d'agilité DevOps et, autant que faire se peut, réduire les coûts. À cela vient enfin s'ajouter une série de défis techniques qui sont assez propres aux environnements SAP, le développement parallèle, l'interdépendance des releases, les versions d'objets qui doivent être référencées correctement, les développements en retard ou abandonnés qui s'accumulent, et puis l'absence de visibilité du métier sur la technique, hein, le métier comprend très peu le back-end des SAP, comment ça fonctionne dans les coulisses, et puis une gestion assez rigide et centralisée via le corps système SAP, voilà, qui est quand même assez lourd. Voilà. Alors, ça c'est un environnement classique qu'on peut retrouver chez la plupart de nos clients, donc avec une ligne support, ce qu'on appelle une ligne N, et puis une ligne N+1, une ligne projet pour les choses plus urgentes, ou les projets de changement à long terme. Donc là aussi, on a plusieurs problèmes techniques, le rétrofit entre N et N+1, la synchronisation et le séquençage des transports quand on passe d'un environnement à un autre, gérer les collisions, c'est-à-dire éviter les erreurs de production, les écrasements de versions, les dépassements de versions, etc. Et puis la coordination des équipes entre différents environnements, voilà, que si deux développeurs travaillent sur un même objet, mais dans différents environnements, ils ne sont pas forcément au courant. Donc, quelle solution amener à ça? Alors, là, c'est vraiment bref, vu le temps qui nous est imparti, mais casser les silos au profit d'une gestion DevOps, abandonner la gestion de projet traditionnelle, ou tout du moins y ajouter une méthode agile, réduire au maximum les opérations manuelles en automatisant les tâches redondantes. Donc, pour que ce soit un peu plus clair, parce que voilà, Agile et DevOps, on entend beaucoup ça. Donc, Agile, pour nous, c'est vraiment les pratiques qui s'appliquent particulièrement au développement, qui sont les techniques de développement itératives qui permettent d'avoir une meilleure efficacité dans les cycles de développement. DevOps, c'est vraiment concilier le développement et la partie opération, la partie production, administration, puisque voilà, les objectifs entre équipe de développement et équipe Basis sont parfois assez contradictoires. Voilà, le DevOps, ça va vraiment être les processus qu'on peut mettre en place, qui peuvent être répétés pour que la livraison logicielle soit régulière, soit plus rapide et se passe bien entre voilà, développement et administration. Alors,
Pourquoi être agile? Donc là, c'est un petit sondage Gartner. Oui, c'est vrai, ça va réduire les coûts, ça va augmenter la sécurité, mais c'est pas la principale raison pour laquelle les entreprises passent aux méthodes agiles et DevOps. Les raisons principales, c'est le temps. Voilà, ça permet une transformation plus rapide de l'entreprise, des cycles de changement beaucoup plus fréquents. Et ça, c'est vraiment la raison principale, c'est de pouvoir répondre aux besoins du métier, transformer l'entreprise de façon plus rapide et plus régulière. Alors, je vais vous soumettre un petit sondage qu'on nous fait nous-mêmes. Voilà, donc dans quelle mesure les méthodes agiles ou DevOps font partie voilà, dans votre organisation ou chez vos clients, vos processus de changement dans SAP. Voilà, est-ce que pour vous c'est une problématique, est-ce que c'est des sujets pertinents ou pas? Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour répondre. Voilà. Voilà, l'objectif étant de savoir effectivement, est-ce que ce sont vraiment des choses en place dans votre entreprise, en train de se mettre en place, qui vous intéressent ou pas. Voilà, puisqu'on entend beaucoup parler, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous laisse encore une dizaine de secondes. Voilà. Alors voilà, donc on voit que pour 22% d'entre vous, c'est quand même très important. 11% peu important, mais quand même déjà en place. Et 56% d'entre vous, donc plus de la moitié, vous êtes en considération. Et 11%, pas du tout. Très bien. Donc bon, on voit quand même que pour une bonne moitié d'entre vous, c'est un sujet d'actualité. Et pour un bon tiers, c'est en place et c'est relativement important. Donc, concrètement, qu'est-ce que nous on propose dans cette optique-là? C'est une solution qui s'appelle donc RevTrack, qui est non seulement un outil de gestion des ordres de transport, etc., mais d'une façon beaucoup plus large. C'est une plateforme qui permet une gestion complète des changements dans SAP. D'accord, vraiment une solution assez stratégique. En quelques points, l'idée c'est de vous donner un outil unique à travers lequel vous allez pouvoir automatiser tous vos processus de changement, imposer à l'utilisateur le respect de tous vos process, réduire les risques et les coûts de vos changements grâce à une sécurisation automatique et ensuite générer une piste d'audit pour assurer votre conformité et puis réduire pardon, le temps des audits. Voilà. Alors, pour vous donner un petit aperçu global de ce que peut faire RevTrack, donc voilà, je vous ai donc imposé le respect des procédures, mettre en place des vérifications automatiques de sécurité, collecter des données et créer une piste d'audit, collecter également tous les documents attenant au changement, offrir une vision à la fois métier, puisqu'il y a une interface web dont on va vous faire la démo, et la vision technique avec le SAP GUI. Et puis surtout proposer une configuration flexible par rapport par exemple à du charm. L'idée c'est vraiment de pouvoir permettre au client de définir ses propres processus, de donner des droits très fins aux utilisateurs sur ce qui peut être approuvé ou non. Voilà, on a vraiment une configuration des workflows en fonction du projet, en fonction du type de changement, en fonction du client, qui peut être très fine. Voilà, donc tout ça pour gérer les changements et les processus de workflow de façon plus efficace, plus simple, plus rapide et automatisée. Voilà, donc quelques fonctionnalités qu'on détaillera un peu plus dans la démo. Donc il y a toute une partie automatisation des tâches manuelles, toujours dans cet esprit DevOps. Donc la gestion des workflows, le déploiement des transports qui se fait maintenant de façon automatique à travers RevTrack,
des vérifications de sécurité, on y reviendra, un rétrofit automatique entre votre ligne support et votre ligne projet, et puis enfin le respect des procédures qui s'imposent aux utilisateurs, puisqu'on le verra très bien dans la démo, pour avancer dans le workflow, il faut signer, il faut approuver, il faut laisser une trace dans le processus. Voilà, donc l'idée c'est d'éliminer toutes les tâches manuelles et chronophages pour accélérer vraiment la livraison des changements, faire gagner du temps aux développeurs et aux équipes Basis. Voilà. Également, au niveau de la visibilité technique, une certaine amélioration, puisque RevTrack permet de gérer le développement parallèle. Également, RevTrack va gérer tout ce qui est dépendance, donc requêtes interdépendantes, transport dépendant, les objets, et puis il va vous permettre également de jouer sur le séquençage des transports, de le modifier selon vos préférences. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment de réduire tout ce qui est vérification manuelle, et puis d'augmenter la sécurité de votre système. Voilà. Donc on a aussi une vision, on va dire, projet qui diffère en fonction des utilisateurs, des équipes qui vont utiliser RevTrack. Donc on va avoir une gestion par projet, une gestion par release, une gestion par sprint. Alors ce qu'on appelle sprint, c'est des objectifs, les objectifs des développeurs en fait, qui peuvent être hebdomadaires, mensuels, etc. Voilà, donc en fonction de l'équipe dont on fait partie, hein, si je fais partie du métier ou Basis, je ne vais pas gérer mes projets et mes changements de la même façon. Donc voilà, RevTrack permet à tout le monde de s'y retrouver. Voilà. Donc, on le verra bien pendant la démo, mais RevTrack est articulé autour de ce qu'on appelle la requête. Donc la requête, si vous voulez, c'est comme une espèce de ticket. Quand vous faites un changement, vous créez une requête, ou quand vous créez un transport qui par nature est un changement, vous allez devoir y attacher ou créer une nouvelle requête. Voilà, donc la requête, c'est un ticket, c'est un container. Et dans ce container, on va retrouver tout l'historique du changement de sa naissance jusqu'à son arrivée en production. Donc, tout le workflow d'approbation, non seulement les différentes étapes, passage en développement, passage en qualité, passage en production, testing unit, etc. Mais également qui a approuvé, les signatures, les dates, si des personnes ont vu des messages d'erreur, quels messages d'erreur. Donc on a vraiment après une piste d'audit qui se crée au fil de l'eau, qui est très très complète et qui permet de réduire les durées des audits, qui passent parfois de quelques semaines à quelques jours ou même quelques heures. Voilà. Et attaché à cette requête, on va trouver toute la documentation du changement. Donc les fichiers de spécifications techniques, les plans de test, les résultats, les emails, etc. Voilà, sachant que on va avoir des notifications par email quand il faudra avancer dans le workflow, quand il faudra attacher un plan de test, ce genre de choses. Donc on a vraiment un référentiel unique de toute l'information liée au changement. Qui peut contenir plusieurs transports, hein. C'est vraiment un raisonnement par changement, et on le verra au-delà de cette gestion requête par requête. On aura aussi des gestions de release, hein, donc de versions qui pourront grouper plusieurs requêtes. Ça, on le détaillera ensuite. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi peut ressembler l'interface web d'une requête, mais je laisserai Philippe détailler ça en live. On peut juste voir la petite barre de progression du workflow. Ici, un workflow vraiment très simple, assez peu détaillé. Ça peut être aussi simple ou aussi complexe que le client le souhaite ou que le type de changement le requiert. Voilà, donc ici par exemple on voit plus, on est dans l'onglet vraiment approbation du workflow, donc qui permet de retracer tout l'historique. Et puis ici, donc l'écran de gestion des releases. On peut voir les releases qui sont verrouillées ou non verrouillées. Et donc avec un simple système de drag and drop, on peut assigner des requêtes à une release ou à une autre. Mais voilà, je laisserai Philippe détailler tout ça.
Donc, comme je vous le disais, RevTrack, l'objectif, c'est aussi une sécurisation avec une gestion automatique des conflits sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un verrouillage. Si vous avez deux développeurs qui travaillent sur un même objet et qui ont créé deux versions différentes, on va avoir une alerte comme quoi cet objet est verrouillé. Alors, c'est ce qu'on appelle un verrouillage étendu. Puisqu'il est plus complexe, lui, par défaut de SAP, puisqu'il s'étend aux configurations et aux tables entre systèmes, par exemple. Voilà. Deuxième niveau, par exemple, quand vous allez faire ce qu'on appelle un dépassement, overtake, vous avez une version plus récente qui passe en production avant une version plus ancienne, vous allez avoir un message d'alerte automatique de RevTrack qui va vous empêcher d'aller plus loin ou au moins qui va vous alerter en fonction de vos droits et vous allez pouvoir passer outre ou pas ou demander l'autorisation à quelqu'un pour pouvoir passer outre. Cette alerte. Et enfin, le troisième niveau d'alerte, c'est l'écrasement. Voilà, si vous essayez de faire passer un transport plus ancien alors qu'un transport, une version plus récente de l'objet est déjà présente en production, voilà, vous avez des chances assez graves de provoquer des erreurs de production. Donc là, vous avez vraiment une alerte automatique maximale de RevTrack, voilà, qui en général bloque le passage à l'étape supérieure, voilà, sauf si vous avez le droit de lever cette interdiction. Voilà, donc RevTrack propose toutes sortes d'outils qui permettent de faciliter justement cette gestion en mode DevOps. Hein. Donc du reporting en temps réel, vraiment des outils de soutien à la livraison continue, un pilotage par montée de version, des outils intégrés d'analyse d'impact sur voilà, comment les changements vont impacter ce qu'il va falloir tester, etc. Et puis une vision des transports associés, des dépendances, etc. Vraiment, voilà, on essaye de vous offrir une vision complète et surtout automatisée de vos changements. Donc, ce petit diagramme qui peut paraître compliqué au premier abord, mais qui est tout simplement pour vous montrer que RevTrack s'intègre avec tous les outils que vous pouvez utiliser par ailleurs dans votre processus de changement. Donc, ce qu'on voit au milieu, c'est la requête RevTrack qui passe par les différents environnements. Et au fur et à mesure de la vie de cette requête, elle s'intègre parfaitement avec un échange d'informations qui va dans les deux sens avec ce que vous pouvez utiliser par ailleurs, voilà, du Panaya pour l'impact assessment, du Tosca pour de l'automated testing, etc. Et au-delà de SAP même, RevTrack s'intègre avec des outils de ticketing comme par exemple ServiceNow, voilà, pour qu'il y ait une communication, une visibilité de ce qui se passe au niveau SAP, au-delà de SAP jusqu'au niveau métier avec les outils classiques de Service Desk. Alors, un petit mot sur l'implémentation. Donc, on a une solution certifiée SAP qui est codée en ABAP. Donc, elle s'installe par un simple ordre de transport. C'est très rapide, pas besoin de customisation. On forme les utilisateurs, mais les utilisateurs, en fait, c'est assez transparent puisque ça va être des pop-up. Principalement la façon dont ils vont interagir avec la solution, des pop-up qui vont leur demander de confirmer ou qui vont les bloquer, etc. Donc on leur explique tout ça. Et puis une formation un peu plus poussée pour un administrateur qui lui va devoir configurer les droits utilisateurs, les workflows, etc. Donc ça apparaît soit comme une nouvelle transaction dans vos écrans SAP habituels, enfin soit et ou une interface web également. Voilà, il y a des utilisateurs qui sont plus habitués au SAP GUI et puis en général côté métier, on préfère l'interface web. Voilà. Une intégration pour envoyer des notifications par email, voilà, sans difficulté. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qu'apporte RevTrack? C'est donc d'abord l'élimination des tâches manuelles pour vraiment accélérer la livraison des changements, c'est l'objectif principal. Améliorer la visibilité technique pour réduire tout ce qui est vérification manuelle et encore une fois accélérer vos cycles de développement. Aussi l'accent est mis sur la sécurité, une vérification automatique des sécurités pour vraiment réduire les erreurs de production. Hein. Puis je le répète, avec un aspect audit également assez poussé. Et puis enfin permettre aux différentes équipes de travailler selon
la méthode qui leur convient. Voilà, donc je vais laisser la main à Philippe Gabriel pour ce qui est de la partie démo technique. Et puis, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, voilà Philippe, tu me dis quand tu as la main. Parfait. Bon, c'est bon, j'ai la main. Donc je vais me connecter. Voilà. Donc ça c'est l'écran de connexion sur la partie web. En même temps, j'aurai de ce côté-là le Solution Manager qui contient la console RevTrack ici, qui va permettre de faire toute l'administration de manière centralisée, créer vos reports, créer, gérer tout ce qui est utilisateur, gérer tout ce qui est workflow. Et ici, sur le D75, c'est un système de développement. On a aussi deux autres systèmes, un système d'intégration et un système de production. Donc, je vais partir de la partie WebGui. Lorsque vous êtes authentifié, vous arrivez sur un dashboard qui est personnalisable. Vous allez pouvoir gérer vos requêtes ainsi que certains types de workbench. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, nous allons créer une nouvelle requête. Alors, c'est un peu long parce que tous les serveurs sont en Australie. Donc, le temps que ça revienne. Donc, nous avons certains champs obligatoires. Donc ici, toutes ces requêtes ont déjà été, je dirais, préenregistrées au niveau de RevTrack. Donc c'est un écran standard. On va rentrer tout ce qui est projet, type, le classe, pour savoir si c'est des classes urgentes ou pas. Donc ça a une influence directe sur votre workflow. Et vous pouvez aussi rajouter des champs personnalisables. Ici, vous allez rentrer un commentaire au niveau de la requête. Toutes les modifications que vous allez saisir de manière manuelle vont être enregistrées et tracées au niveau de RevTrack, et tous les changements au niveau de tout ce que vous allez approuver vont aussi être enregistrés. Donc, je vais la sauvegarder de manière standard. Nous allons changer d'écran et nous allons atterrir donc sur une autre partie. En haut, nous avons ici tous les statuts qui ont été approuvés, validés, et ceux qui vont être approuvés. Le bleu étant le statut qui sera approuvé. Dans l'onglet Approval, nous allons voir effectivement tout ce que nous devons approuver. Donc dans le cas où j'appuie sur Approuve, il va me proposer ce que je dois faire. Donc là, c'est l'approbation du statut en progress, in progress, et qui va le faire. Et donc, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de vie de la requête. La méthode agile, tout ce qui est agile, on y reviendra en fin de démo. Technical, donc on regroupe ici tous les transports. Je vous montrerai ça dans une autre requête. Attachment, on peut ici attacher en fait des types de fichiers. Donc, on passe en mode édition. Il suffit d'appuyer sur plus add. Donc, tous les types que l'on a ce sont des types en fait qui sont prédéfinis au niveau de RevTrack, mais on peut aussi ajouter nos propres types. Donc, je peux prendre un type, voilà. Donc, attachments, ce sont des fichiers que l'on attache et qui sont chargés au niveau de RevTrack. Donc, ils se retrouvent dans la base de données. C'est un peu long, voilà. Références, ce sont des liens vers d'autres systèmes. Ça peut être une URL, ça peut être un lien vers du SharePoint, vers du ServiceNow. Ici, vous en avez plusieurs. Ça peut être aussi vers un lien vers une autre requête, par exemple. Un lien vers une release. Donc, là, je sais que c'est... Dans la partie report, on voit ici ce qu'on appelle le changelog. Donc, ce sont tout ce qui est changements qui ont lieu au niveau de RevTrack. Propagation report et migration report, c'est en liaison avec les ordres de transport, à savoir où est-ce que vos ordres de transport ont été migrés. Ça, safety check, donc ça c'est la gestion des conflits dans toute cette partie-là. Et queue, c'est la gestion de la queue de migration, donc qui permet en fait de voir les ordres de transport qui vont être migrés dans les systèmes cibles.
je vais donc vous montrer une requête qui est un peu plus élaborée. Ici, dans la partie en haut, vous avez un système de recherche par mots-clés, par numéro, par nom, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais aller chercher des requêtes que l'on a déjà faites. Voilà, donc là, on a toute la liste de requêtes. Il suffit de cliquer sur un numéro pour aller vers une requête existante. Donc je vais prendre la première que l'on avait faite, qui n'a pas le même workflow. Ah, voilà, tiens, c'est leur nouveau système. On va y aller comme ça, j'espère que ça va marcher. Donc c'est en fait, là on travaille sur une des dernières versions qui n'a pas été réalisée, donc il y a encore des problèmes. Donc on va essayer. C'est un peu dommage. Voilà. Donc ça c'est une requête de release. Alors la requête de release, elle est faite pour supporter la mise en production de plusieurs requêtes de change simultanément. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a dans les requêtes de release, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on attache plusieurs requêtes de changement à la fois. Et lorsqu'on arrive à un certain niveau, la requête de release va porter tous les ordres de transport pour les migrer en production. Donc lorsqu'on fera le release workbench, je rentrerai un peu plus dans les détails. Maintenant, ce que l'on va faire, on va donc ajouter un ordre de transport à une requête. Donc lorsqu'un utilisateur crée un ordre de transport, le système RefTrack va lui demander automatiquement d'ajouter le transport à une requête. Donc là, ce que je vais faire, je vais par exemple créer une nouvelle entrée. Lorsque j'enregistre les modifications, je peux aller chercher soit une requête, un ordre de transport qui existe déjà, soit créer un nouvel ordre de transport, ce que nous allons faire. Lui, ce qu'il me fait, il va me demander, soit je crée une nouvelle requête de RefTrack et je génère le transport, soit je génère le transport et j'ajoute à une requête existante. Donc, on peut aller chercher une requête existante que l'on a créée précédemment, par exemple celle-ci, et faire continuer. Currently locked by non-sabui. Donc là, il me dit qu'en fait, il y a quelqu'un qui est dedans. Donc ce que je vais faire, on va sortir. C'est bizarre. Oh. Donc ils ont quelques soucis, il faudra que je leur dise qu'ils ont des problèmes sur... Je vais en prendre une autre, s'il me dit que qu'elle est loquée. Voilà, donc là je vais créer un nouvel ordre de transport qui a été ajouté. Dans le cas, par exemple, où mon ordre de transport est déjà passé immigré dans un système supérieur, il peut arriver que j'ai un conflit, par exemple, avec avec ce que je veux faire. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, on va supprimer une entrée. Ah zut, bon, il faut que je sorte. Il faut que je relance. Ah bah des fois il travaille pas comme on veut. Table view. Il est toujours en mode change. Bon, bah, il veut pas. Voilà.
Donc là, je vais créer un nouvel ordre de transport que je vais rajouter sur une autre requête qu'on avait fait précédemment, celle-ci par exemple. Et là, il me dit que j'ai un problème parce que en fait l'objet a été déjà modifié et en fait j'ai des versions entre celles qui ont été déjà migrées et celles que je fais qui fait que qui va me manquer des versions intermédiaires. Donc lorsqu'on appelle sur lock request, en fait là on a ce qu'on appelle un overwrite où il va me dire qu'en fait il va manquer des versions. Donc après, à ce niveau-là, en fonction du paramétrage du système, soit vous dites, en fait, j'interdis l'overwrite et l'overtake, donc pas d'écrasement, pas de version qui manque, soit je le permets de le faire, mais tout ça, c'est configurable. Donc de la même manière, vous pouvez tout interdire et dire que certaines personnes ont le droit de bypasser le système. Donc alors le problème, c'est que j'ai pas les droits. Voilà. Donc je vais quand même le générer. Je vais le forcer. Voilà. Donc si je regarde maintenant la requête numéro 133, là, il n'a pas voulu. Donc je vais aller chercher le nombre 133. Voilà. Je vais donc me retrouver avec mon ordre de transport ici que je viens juste de rajouter. Donc pour pouvoir migrer et pour pouvoir envoyer les données, je dirais dans un système supérieur, en fait, il suffit d'approuver directement un statut qui lui va permettre en fait de lancer la migration. Par défaut, on peut migrer sur plusieurs systèmes à la fois et plusieurs mandants à la fois. Ça dépend uniquement du paramétrage. Donc on va valider qu'on fait. Et là, il me met une erreur, c'est normal parce que j'ai certaines choses qui n'ont pas été migrées. Donc ça va me dire que j'ai une erreur. Et là, je vais quand même forcer la migration. Donc il y a la migration peut se faire au fil de l'eau sur validation directement d'une requête. De la même manière, on peut très bien faire des migrations uniquement à certains jours, certaines heures ou de manière manuelle. Donc je vais le rafraîchir, le temps qu'il me rafraîchisse le statut InQA. Voilà, donc maintenant je suis arrivé à testing complete, donc ça veut dire qu'ils ont été approuvés. De la même manière qu'on peut approuver, on peut rejeter. Si je rejette le statut, je peux très bien, je lui donne la raison pour laquelle je rejette et il me dit dans quel statut il va remettre la requête. Donc si je fais un reject, là je suis reparti à in progress, donc sur ce statut-là, je peux rajouter encore des ordres de transport. D'un point de vue technique, il va me dire que tous mes ordres de transport ont été migrés. Donc c'est RevTrack qui a fait la libération des ordres de transport. D'accord. De la même manière, on peut voir effectivement si chaque ordre de transport a des dépendances. Ce qu'on appelle les pauses de migration, c'est-à-dire que durant l'import, au niveau d'un ordre de transport, on peut très bien dire on stoppe la migration pour pouvoir faire une action manuelle. Et on peut aussi dire que quand on a certains codes retour spécifiques, style 8, sur un ordre de transport, on n'arrête pas l'import. À partir de ce moment-là, au niveau des reports, on peut voir les rapports de propagation des ordres de transport. Voilà. Il va me dire sur quel système et quel mandant ils sont déployés. Et de la même manière, on peut très bien voir
les ordres de transport et leur déploiement pour plusieurs requêtes simultanément, ou même pourquoi pas pour un landscape entier depuis tous les développements jusqu'à toutes les productions. Donc on va revenir sur la partie, sur le dashboard standard. Et on va voir, je vais vous montrer le Release Workbench. Donc le Release Workbench, c'est celui qui gère les releases. Par défaut, il s'agit d'une requête qui a un workflow que le client en fait design, crée et rentre saisit directement au niveau de RefTrack. Il a la particularité de qu'on lui attache en fait donc des requêtes de changement. Donc ce que l'on a vu sur ces requêtes là, c'est qu'elles s'arrêtaient, elles ont un workflow qui s'arrête. Je vais vous montrer ça. Là ici, donc nous sommes sur le SABGI. On va aller chercher la liste des requêtes. Nous avons exactement les mêmes informations au niveau du SABGI qu'au niveau que de la partie web. Nous avons ici tout l'historique, les approbations. On peut voir aussi tous les transports, où est-ce qu'ils sont passés, s'ils ont été réalisés ou pas. Dans la partie approbation, de la même manière, on voit tout ce qui a été approuvé, tout ce qui va être approuvé. On voit ici qu'une fois que le test est complet, elle est en ready for production, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne met pas, ce n'est pas la requête de changement qui va envoyer les requêtes en production. C'est la requête de release. Donc ce que l'on fait, on crée une requête de release, on en a une par exemple ici, qui elle, en termes d'approbation, va avoir ce qu'on appelle un cas pour dire OK, on envoie ou pas. Quand elle est à new, on attache les requêtes de change aux requêtes de release. Et lorsque l'on va valider le CAB Approval for Production, la release va bloquer toutes les requêtes de change qui lui sont attachées. C'est-à-dire que là, elles ne sont plus modifiables et la requête de release n'est plus modifiable non plus. Tous les ordres de transport qui sont au niveau de la requête de change vont apparaître au niveau de la requête de release. Et c'est la requête de release qui va faire la migration en production. Donc, on a exactement la même chose au niveau du WebGui. Donc, notre requête ici est ici. Donc, lorsque je fais un edit, je passe en mode édition. Et donc là, je peux prendre mes requêtes et les coller dedans, si je veux. Hop. Hop. Et donc après, il suffit de sauvegarder. Je vais dire oui et j'ajoute mes requêtes. Donc maintenant, ma requête ici a deux nouvelles requêtes. Si je regarde au niveau du SABGI, on va voir que cette fois j'ai mes deux références qui sont bien là. Et de la même manière. Et nous avons aussi les ordres de transport qui apparaissent bien dans ma requête. Et là, on voit bien que certains n'ont pas été réalisés. Donc une fois qu'on va arriver en CAB for Change, votre requête est loquée. Donc vous ne pouvez plus rajouter de nouvelles requêtes de change ni rien du tout. Mais un administrateur a quand même le droit de la déverrouiller et changer le statut s'il faut revenir en arrière. D'accord. Donc c'est à la 131, donc on peut très bien ici aller voir, la rechercher. Donc effectivement, ici, on va voir mes références. Donc on voit exactement la même chose au niveau WebGui. Et s'il y a des attachements sur les autres, on va aussi les voir. Et en termes de technique, donc on voit effectivement tous les ordres de transport. Donc après, là je ne pourrais pas passer la CAB for Production parce que cette requête-là n'a pas été migrée encore. Donc à la rigueur, on peut très bien ici la 132. Voilà. Donc là tout est passé. Je peux très bien ici l'approuver à ce niveau-là.
on verra qu'on a exactement le même écran que sur la partie web. Donc là, le OOPS que l'on avait, donc qui permettait de vérifier les versions en ABAP au niveau lors de la migration, marche encore sur les parties sur la release. Alors le OOPS, lui, il ne vérifie que lorsque l'on va migrer les données et il vérifie les versions. Dans le cadre où on veut vérifier plus loin que les versions, donc c'est-à-dire qu'en fait, si on est en dev, il va vérifier les versions des composants par rapport à ce que l'on a en qualité. Si on est en qualité, il va vérifier par rapport à ce que l'on a en production. Pour vérifier, on peut aller plus loin. Ils ont ce qui s'appelle le PODS, le PODS. Alors lui, il va vérifier effectivement les versions lorsque vous êtes dans une version donnée, par exemple. On va savoir qu'on est en migré. Alors je sais pas, il n'y en a pas, il n'en trouve pas. Lui, il est capable de vérifier tous les composants, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire depuis le développement jusqu'en production, même dans les transports qui n'ont pas été réalisés. D'accord. Donc ça permet de savoir qui travaille sur quoi en fait et s'il va y avoir des conflits à venir ou pas. On n'a pas besoin, ça évite lorsque l'on migre d'avoir des erreurs de migration. L'autre avantage du PODS, c'est qu'il est capable de comparer le contenu des composants. À savoir que si vous avez un composant en développement que quelqu'un est en train de modifier, que quelqu'un d'autre l'a déjà réalisé et l'a porté en qualité, vous allez être capable de comparer le code. Comme les comparateurs de texte que l'on a dans les TextEdit, UltraEdit et consorts. Donc, pour la partie agile, donc ça c'est encore une partie qui est encore en cours de développement, qui devrait être réalisée avec cette version-là qui devrait sortir. Donc, je vais vous montrer ce qui a été fait. Voilà. Donc par défaut, dans le planning, vous avez accès au backlog. Vous avez accès au backlog de toutes les requêtes qui ont été faites, avec où est-ce qu'elles sont, leur niveau, les temps restant à faire, les estimations. Vous pouvez accéder directement aux requêtes. Vous pouvez, au niveau de tout ce qui est Active Sprint, vous pouvez voir tous les sprints qui ont été définis. Vous pouvez définir les vôtres. Donc là, il y en a plusieurs. Vous pouvez définir et en éditer les nouveaux avec les dates, tout ce que vous voulez. Et de la même manière, vous pouvez effectivement les prendre. Vous avez toutes les requêtes qui s'affichent en fonction des sprints des requêtes que vous avez mis dans votre sprint. Et vous pouvez très bien faire l'approbation de cette manière-là, directement en les changeant de colonne. Vous avez ici donc tous les statuts de la requête et vous pouvez bouger directement les requêtes dedans, sans passer par les approbations comme on l'a fait la dernière fois. Là, je ne peux pas le faire parce que ce ne sont pas mes requêtes. Vous pouvez faire des rapports en fonction de vos sprints pour savoir où ça en est. D'accord. Donc cette partie-là est encore en construction et devrait être OK pour la partie lorsque cette version de RefTrack va être réalisée normalement au mois de ce mois-ci. Ensuite, donc je vous avais parlé de dashboard lorsque l'on se connecte. Donc ce dashboard en fait il permet d'avoir des données sur des requêtes, sur ce que vous voulez. Il est complètement customisable. Donc moi je vais en ajouter un par exemple. Donc il est customisable et on peut le faire par utilisateur. Donc là je vais en créer un.
Oui, mon cher. Voilà. On peut le mettre pour tout le monde ou pour soi. Et après, on a la possibilité de rajouter des graphes dedans, en fonction de ce que l'on veut. Donc là, par défaut, il affiche les requêtes qui m'appartiennent. Il affiche aussi le type de requête, mais je peux très bien rajouter ici, dire ben moi je veux par exemple une liste où je veux un graphe basé sur les requêtes. Donc ça, au fur et à mesure, ils vont le compléter. Et je vais prendre par exemple, bon, on peut laisser une aire, group by. Bon, je vais le regrouper par exemple par type. Group by 5. Je lui dis de créer le save redshirt. C'est là que je voulais aller. Donc il faut attendre un petit peu. Et donc il m'a créé ici, en fonction de ce que je voulais, le nombre de fichiers. Donc on peut très bien le changer et le diléter si je veux, en fonction, il va changer. Voilà. Et Philippe, je me permets juste d'intervenir comme je vois qu'on dépasse un petit peu de temps et qu'on Oui, approche de midi. Est-ce qu'il te reste non, quelque c'est chose bon, c'est bon, c'est bon. On va arrêter là. Sinon, d'essentiel? D'accord. ouais. Donc, j'ai quelques questions. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'une solution alternative à Charm? Alors, oui, complètement. C'est complètement une alternative à Charm. C'est dans ce sens que c'est pensé. C'est une solution qui est beaucoup plus simple à installer. On est sur des projets beaucoup plus courts. On parle d'une ou deux semaines plutôt que plusieurs mois, voire années pour des projets de Charm. Une solution beaucoup plus personnalisable, plus flexible. Vous l'avez vu dans la gestion des releases, etc. Est-ce que Philippe, tu veux rajouter quelque chose sur Non, l'intérêt mais de par RevTrack par rapport à exemple, Charm? disons qu'il est entièrement flexible, donc dès qu'on fait une modification, elle est tout de suite disponible. La création des workflows prend quelques heures. Par exemple, chez Engie, ça a été installé en une semaine, et configuré en une semaine. Voilà, donc on a quand même une simplicité d'utilisation par rapport à Charm, une rapidité d'implémentation, et puis aussi un besoin moindre en termes d'administrateurs et de personnel, hein, donc voilà, dire qu'il faut Un, 3 à 4 fois moins d'administrateurs RevTrack que d'administrateurs Charm. Donc par ailleurs, on me demande à partir de combien de transports par mois est-ce que cette solution est préconisée. Alors, écoutez, ça dépend. On peut par exemple vous aider à calculer le coût individuel d'un transport pour votre entreprise, et à partir de là, quand est-ce que RevTrack devient intéressant. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas une solution qui s'adresse qu'à la gestion des transports. Donc le coût du transport rentre en ligne de compte, mais il y a aussi bien d'autres choses au niveau de la gestion des changements. Je ne sais pas si Philippe, toi qui as l'expérience de l'implémentation, à partir de combien de transports est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce qu'il y a vraiment un chiffre? je sais pas, il y en a, ils font quoi, 40, 50 transports par semaine, ils Voilà. l'utilisent. Donc c'est à part. Après, on peut aussi bien faire du Java que de la BAP. Donc, s'il y a du portail ou Voilà. autre Si chose, vous ça avez fonctionne aussi. des transports hors ABAP, voilà, RevTrack peut aussi intervenir à ce niveau-là. Donc à partir d'un volume assez faible finalement. Et enfin au niveau donc de la licence, donc on est sur une licence perpétuelle classique, donc acquisition de licence perpétuelle avec une maintenance annuelle de 20% pour tout ce qui est support. Voilà, et le coût est calculé en fonction du nombre de systèmes ID pour lesquels vous souhaitez utiliser RevTrack. Donc voilà, quelque chose d'assez classique. Alors, je reprends juste la main rapidement.
Donc, merci Philippe pour cette démo exhaustive. Donc si vous avez d'autres questions ou que vous avez besoin d'informations techniques ou sur les licences ou autres, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Donc pour ce qui est de l'Europe, nous Invarture, nous représentons RevTrack et nous distribuons la solution. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute autre information. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci Philippe, au revoir.